Voilà, c'est parti pour la deuxième vidéo du chapitre 5. Donc, pour rappel, on était resté sur la première vidéo à cette formule, donc où on voyait que les résultats des élèves étaient non seulement en fonction de ce qui avait été investi l'année où on les évalue, mais aussi de tout ce qui a été investi pendant toutes les années précédentes depuis leur première maternelle et également de leur profil socio-économique qui détermine un certain bagage en capital humain avec lequel ils arrivent déjà à l'école. Et on avait dit du coup que c'était pas possible d'aller voir dans quelle mesure l'investissement en tenté, qui était en général la seule donnée dont on disposait en termes d'investissement, influençait sur les scores, puisqu'on n'a pas les informations qui concernent l'historique, donc l'historique étant bien de xt-1 jusqu'au profil socio-économique. Et donc on avait isolé l'investissement, enfin les données qu'on a, donc puisqu'on a des données sur xt, quand ils font leurs études, ils savent ce qui a été investi l'année où ils font les évaluations externes. Et on avait isolé toute l'historique ici sous la forme, donc la fonction G, donc où on disait que, ben voilà, les résultats, le niveau, si vous voulez, qu'on peut atteindre, qu'on a à l'entrée, donc qui est de YT-1, donc qui correspond en fait à l'évaluation de la fin de l'année précédente, quoi. F fonction, mais cette fois-ci fonction G, pas fonction F, mais ça ne change pas grand-chose, est fonction de l'investissement qu'on avait fait l'année précédente, de l'investissement qu'on avait fait l'année d'avant, et cetera, et du profil socio-économique. OK? Heu, donc, nous, ce qui nous intéressait, donc, c'était bien ce état de xt, et donc, l'idée, c'est de dire que si on connaît cette fonction G, on va pouvoir isoler les effets de xt sur yt. Donc on va pouvoir voir si l'investissement qu'on a fait l'année T a eu un impact ou non sur, les résultats, sur le bagage, le capital humain, et cetera, sur les apprentissages des élèves. Et donc, on va calculer la différence finalement. Tiens, si on fait passer le même test en début d'année et en fin d'année aux élèves, on va obtenir ce fameux T. Donc on va voir, en fait, entre la différence de résultats en début d'année et en fin d'année, on va se dire: «Tiens, finalement, je sais pas moi, l'élève a fait, 15 de plus au même test que ce qu'il avait fait en début d'année, mais ces 15 sont probablement liés à ce qu'il a appris cette année-là, à l'enseignement qu'il a reçu cette année-là, et donc à l'investissement qu'on a fait cette année-là». En investissement, donc je le rappelle, en termes principalement de, personnel par élève et donc en gros de taille de classe. Si vous avez des petites classes, on pourrait espérer que cet état xt soit plus grand, et si vous avez des plus grandes classes, on pourrait s'attendre à ce que cet état xt soit plus faible, puisqu'on part de l'idée assez logique, en fait, que dans une grosse classe, on saura moins bien enseigner de manière individuelle à chaque élève. Et donc, voilà, c'est redit, de la même manière que je viens de dire. Donc la différence entre le score de cette année, qui se trouve ici, et celui de l'année précédente, qui se trouve ici, elle va correspondre à la valeur ajoutée qui est due à xt. Et donc ici, au lieu de calculer en fait le score qui correspond à tout ce qui a été accumulé, depuis le début de la scolarité et même avant en fait, donc à tout ce que l'enfant a accumulé comme capital humain pendant toute sa vie, on va calculer la différence entre le moment où il commence son année et le moment où il termine son année, pour voir dans quelle mesure les investissements qui ont été réalisés cette année-là auront influencé, ses résultats. Donc, Anouchek, il va tenir compte de ça. Donc il va se dire: «Bah, tiens, puisque mes premières études n'ont rien donné, il y a quelque chose qui cloche», donc voilà, c'est son idée, c'est de fonctionner cette fois-ci en valeur ajoutée, mais malgré ces ajustements, on va constater qu'il y a toujours pas de relation entre l'investissement et les résultats des élèves, contrairement à ce qu'on pourrait attendre. Donc on a le tableau 2, où ici, donc vous voyez, on voit bien que c'est en valeur ajoutée, c'est précisé ici dans le titre du tableau, donc on voit bien que c'est, tiens, finalement, qu'est-ce qu'ils ont appris de plus ou quoi, par rapport au début de l'année, et donc on va essayer de voir si, en fonction de l'investissement qu'on a mis, si il y a plus de valeur ajoutée ou s'il y a moins de valeur ajoutée. Et on constate de nouveau, vous voyez que, il y a 80 des études qui permettent de comparer un petit peu, le
le taux d'encadrement avec les résultats, il y a 80 des études qui ne sont pas significatives, 90 qui ne montrent pas non plus de lien entre le diplôme de l'enseignant et le résultat, le niveau qu'atteignent ses élèves, et 62 des études effectuées, donc là on est quand même moins, qui, qui ne démontrent pas de lien significatif entre le nombre d'années d'expérience de l'enseignant et le niveau que ses élèves, atteignent en fin d'année. Enfin, en tout cas, la différence de niveau entre, le début d'année et la fin d'année de ses élèves. Donc, comme pour le tableau 1, on constate quand même que c'est le nombre d'années d'expérience de l'enseignant qui a quand même l'air d'être, le le plus important en termes d'effet sur les résultats des élèves. Donc les économistes ont continué à se pencher sur la question et les travaux les plus récents et les plus convaincants, donc ils fonctionnent sur une mesure de progression, donc toujours ce côté un peu de valeur ajoutée, et ils vont travailler un petit peu à l'instar des chercheurs en laboratoire, donc ils vont faire varier la taille des classes de manière aléatoire. Donc on va aller choisir certaines écoles ou certaines classes dans certaines écoles dans lesquelles on va augmenter le taux d'encadrement ou diminuer le taux d'encadrement, et on va regarder s'il y a un effet sur la progression des élèves. Hop, et je me rends compte que j'ai pas cliqué. Donc donc c'est ce que je viens de dire, les travaux récents fonctionnent en fonction de mesures de progression, un peu comme dans un labo. On fait varier la taille des classes de manière aléatoire et on regarde s'il y a un effet sur la progression des élèves. Pourquoi est-ce que j'ai mis progression en majuscule? Et toujours avec cette idée qu'on n'a pas accès à toute l'historique et donc on va faire un examen à l'entrée et un examen à la sortie pour voir dans quelle mesure les élèves ont progressé pendant qu'on appliquait l'augmentation d'encadrement ou la diminution d'encadrement. Euh, En faisant ça, les chercheurs ont quand même constaté finalement un petit effet positif, mais Heu, il y a un biais, donc un effet électif, c'est-à-dire que, les enseignants, comme les étudiants d'ailleurs, vont avoir tendance à modifier leur comportement parce qu'ils ont été choisis, et donc on peut dire qu'une partie de l'effet mesuré correspond à une modification du comportement de la personne parce qu'elle a été élue. C'est quelque chose qu'ils ont remarqué principalement parce que, là où les effets, positifs là où on constatait les effets positifs, ou en tout cas les effets positifs les plus marqués, c'est des écoles dans lesquelles il y avait une seule classe qui avait été choisie pour participer à l'expérience. Tandis que si on prenait, toute l'école entière, à ce moment-là, cette classe-là ne se démarquait pas des autres, si vous voulez. Enfin, chaque classe, n'avait pas spécialement les projecteurs sur elle. C'était plus, quelque chose de commun à l'école, et donc du coup, cet effet électif se marquait beaucoup moins. Heu, donc ensuite, on a les les économistes qui ont donc continué à réfléchir et qui ont sorti quelques théories de leur boîte à outils, qui peuvent éventuellement expliquer, en fait, ce phénomène, le fait que ce soit aussi, difficile de montrer qu'il y a un effet positif, sur la réduction, de la taille des enfin, sur l'effet de la réduction de la taille des classes par rapport aux apprentissages des élèves, et donc ils ont sorti, ici on va voir, 3 théories qui peuvent, expliquer en partie, cette absence de corrélation. La première, c'est la taille des classes, enfin, les classes sont un bien public peu sujet à congestion. La deuxième, c'est la production jointe et l'effet de substitution, et la troisième, petite classe, regroupement par aptitude et différenciation verticale. Vous n'avez encore rien compris à ces 3 théories à ce stade-ci, c'est normal, on les développe juste après. Et donc, on commence par la première des 3 théories, à savoir que la classe est un bien public peu sujet à congestion. Alors, personnellement, congestion, c'est pas quelque chose que j'utilise souvent dans mon vocabulaire. Je pense, à quand on dit qu'on a son nez congestionné, donc quand on a le nez bouché. Donc j'ai été regarder, c'est un peu ça. Donc dans ce contexte-ci, c'est, une situation où le fait qu'on va augmenter le nombre d'usagers va détériorer la qualité du service pour chacun. Donc, prenons un exemple ou plutôt un contre-exemple. Si on a un pylône radio qui diffuse une émission, qu'il y ait une personne qui se connecte sur la chaîne de radio ou 1 million de personnes qui se connectent sur la chaîne de radio, ça ne va rien changer. Donc, que vous soyez le seul à écouter cette chaîne-là ou que tout le monde écoute cette chaîne-là, ça ne change absolument rien à la qualité du son que vous avez, pour autant bien sûr que vous restiez à portée du pylône radio. Donc ici, on va dire qu'il n'y a
pas de congestion, puisque l'augmentation du nombre d'usagers ne détériore pas la qualité du service pour chacun. Par contre, si on prend, l'image de l'autoroute, alors là, on va voir que au plus il y aura d'usagers et au plus ça va ralentir jusqu'à ce qu'on ait finalement un embouteillage. Oups, j'avais oublié là, peut-être de fermer la petite parenthèse, c'est fait. Et donc dans le cadre de l'autoroute, là, on va pouvoir parler de congestion. Et donc, question dans le cadre de l'école, comment ça se passe dans les classes? Si on regarde bien à l'université, on a quelque chose qui s'approche plus du pylône radio. Donc on va avoir, un enseignant qui va donner un cours beaucoup plus ex cathedra à 150 élèves et tout le monde comprend très bien ce que l'enseignant dit, il y a voilà, ils ont mis en place tout ce qu'il fallait, des micros, des haut-parleurs et cetera. Donc qu'il y ait, 10 élèves dans l'auditoire ou 150 élèves dans l'auditoire, ça ne change pas grand-chose. Par contre, quand on est dans un cas où on a besoin de beaucoup plus d'interaction et où il faut un encadrement plus individuel, là, on sera plus proche, de l'autoroute. Donc le professeur va commencer à ressentir, une certaine contrainte au niveau budgétant puisqu'il doit pouvoir, interagir avec tout le monde de manière plus individuelle et dans ce contexte, il semblerait plus pertinent en tout cas que les plus petites classes, donc celles qui ont, plus d'encadrement et donc d'investissement X, devrait conduire à des meilleurs résultats, donc Y. Heu, si si on n'avait pas un minimum cet effet radio, donc si on ne pouvait pas se dire un minimum que, en mettant plusieurs élèves dans la classe d'une certaine manière, tout le monde peut bénéficier en même temps d'une certaine qualité au moins, on ferait pas de classe. Tout le monde aurait des cours individuels. Donc le fait qu'il existe des classes prouve qu'il y a quand même un minimum cet effet radio. Cependant, c'était marqué. Cependant, même si on a un cours qui est vraiment, à fond ex cathedra, où il y a pas d'interaction et cetera, il y aura toujours quand même un petit peu de bruit et forcément plus il y a de gens, plus il risque d'y avoir du bruit. Il y aura toujours bien un élève qui a une question à poser. Il y aura quand même toujours cette espèce de minimum syndical d'interaction et donc on ne sera jamais complètement à l'effet radio. Hem et donc la conclusion, c'est que cet effet radio, le fait qu'il y ait peu de congestion, le fait que l'augmentation du nombre d'usagers, ne diminue pas, ou en tout cas pas complètement la qualité, pour chaque usager, ça va expliquer en partie l'absence de relation entre le nombre d'élèves et la matière apprise, mais pas que. Il y a d'autres théories qui vont continuer dans ce sens-là et je vous expliquerai la suite dans la partie 3. Voilà.